Parlons maintenant d'une fonctionnalité importante des instances EC2, connue sous le nom de groupe de sécurité. On a vu qu'il y a différents composants dans AWS. Première des choses à faire quand on se connecte à AWS, on choisit une région. Une fois que la région a été choisie, dans cette région, on peut créer un VPC. On peut utiliser les VPC existants. Ensuite, il y a les zones de disponibilité à l'intérieur desquelles les instances de machines virtuelles sur AWS sont exécutées. Les zones de disponibilité, on a dit que ça correspond à des centres de données physiques. Dans les zones de disponibilité, les VPC, il y a des routeurs. Au niveau d'un VPC, il y a un routeur qui va permettre de pouvoir acheminer le trafic de manière locale, c'est-à-dire entre zones de disponibilité à l'intérieur du VPC, mais un routeur qui contient des routes qui permettent, via la gateway, la passerelle, d'aller vers l'extérieur. Et il y a également ce qu'on appelle les groupes de sécurité. Les groupes de sécurité, ce sont comme des pare-feux. C'est-à-dire qu'au niveau de ces groupes de sécurité, c'est un pare-feu virtuel qui va contrôler le trafic qui va rentrer au niveau de ce VPC et le trafic qui va sortir, donc le trafic entrant et sortant, bien évidemment, vers les instances auxquelles vont être associés ces groupes de sécurité. Puisqu'il ne faut pas oublier, on va le faire maintenant, que lorsqu'on crée une instance EC2, elle est créée dans une région, donc il y a une région qui est associée à l'instance. Cette instance est créée dans une zone de disponibilité, donc il y a une zone de disponibilité qui est associée à cette instance, un sous-réseau également. Il y a un routeur qui est associé à l'instance, une passerelle et un ou plusieurs groupes de sécurité. Un groupe de sécurité, c'est comme un wrapper, c'est-à-dire quelque chose qui va en quelque sorte protéger les instances, quelque chose qui va entourer l'instance et qui va surveiller tout le trafic entrant et sortant. Il autorise et il refuse, bien sûr, le trafic en fonction de règles que nous, on va configurer. Les groupes de sécurité ils permettent de filtrer tout le trafic en fonction, alors, soit des protocoles, comme sur les pare-feux, soit des numéros de port, comme sur les pare-feux, ou soit des adresses IP. Alors, les groupes de sécurité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils disposent de règles distinctes pour pouvoir contrôler le trafic entrant et sortant, mais avec les groupes de sécurité sur AWS, on peut uniquement configurer des règles d'autorisation, c'est-à-dire autoriser par exemple le trafic HTTP à rentrer et où est le trafic HTTP par exemple à sortir. C'est uniquement des règles d'autorisation, on ne peut pas régler, on ne peut pas configurer des règles de refus. Les règles de refus ne peuvent pas être configurées. Alors ça peut sembler un peu différent si vous avez travaillé avec des pare-feux dans les entreprises, qui eux vous permettent de configurer à la fois des règles d'autorisation et des règles de refus. Mais avec les groupes de sécurité sur AWS, on ne peut pas configurer des règles de refus, uniquement des règles d'autorisation comme on va le voir. Alors par défaut, les groupes de sécurité bloquent tout le trafic entrant et autorisent tout le trafic sortant. Ainsi, lorsqu'on crée un nouveau groupe de sécurité sur AWS, une règle sortante est en place qui autorise tout le trafic. Et aucune règle entrante n'est en place, ce qui signifie qu'aucun trafic n'est autorisé. C'est-à-dire que si on ne configure pas, par exemple, une fois qu'on a créé une instance EC2,
Si on ne configure pas sur les groupes de sécurité associés à cette instance une règle qui va autoriser le SSH, eh bien on ne pourra pas se connecter à partir d'une machine distante en SSH à ce serveur. Alors de plus, il faut savoir une chose, hein, c'est que les groupes de sécurité sont de nature dynamique. Ça veut dire quoi? C'est très important d'ailleurs de garder ça à l'esprit hein, lorsqu'on travaille avec les groupes de sécurité. Alors qu'est-ce que ça veut dire le fait que les groupes de sécurité sont de nature dynamique? Ça veut dire que si une instance EC2 va initier une requête, hein, si la requête initiale de notre instance EC2 ici est autorisée à se connecter à ce serveur distant, c'est-à-dire que si la règle de sécurité autorise la connexion sur ce serveur distant, eh bien le trafic de réponse, c'est-à-dire que le serveur distant va répondre, hein, le trafic de réponse est automatiquement autorisé, quelles que soient les règles entrantes qui sont ici. C'est ça la nature dynamique d'un groupe de sécurité. Alors, par exemple, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on a une instance C2 ici, auquel on a associé un groupe de sécurité, et que cette instance, par exemple, va tenter d'accéder à ce serveur sur Internet, donc ça veut dire que cette instance va tenter ici, comme on le voit, on peut l'expliquer ici. Voilà. Suppose qu'il va y avoir ici l'instance C2 qui est là, qui envoie une requête initiale vers le serveur distant qui est autorisé par ce groupe de sécurité, eh bien, le trafic de réponse, c'est-à-dire que ce serveur qui va répondre à cette instance EC2, eh bien, cette requête entrante est autorisée, quelle que soit la règle qui a été définie sur ce groupe de sécurité. Donc, pourquoi? Parce que les groupes de sécurité, ils sont de nature dynamique, ça veut dire qu'ils conservent une trace des connexions. Et donc le trafic de réponse, comme il appartient à une connexion existante, puisque la connexion va être initiée au départ, eh bien, il va automatiquement autoriser la réponse, quelles que soient les règles entrantes. Alors, les règles du groupe de sécurité peuvent être modifiées à tout moment. Plusieurs groupes de sécurité, comme on le voit ici, hein, peuvent être attachés à une instance. Alors ça, c'est intéressant de savoir que ça peut être modifié à tout moment, c'est-à-dire que si on a une instance EC2 qui est lancée et qu'on a oublié, par exemple, de paramétrer, d'autoriser le trafic entrant en HTTPS, par exemple, eh bien, on peut ajouter la règle entrante au groupe de sécurité malgré que l'instance est lancée. Alors, ce qui se passe également, comme on le voit sur ce schéma, hein, on peut avoir plusieurs groupes de sécurité qui sont attachés à une instance, un, deux, et puis un troisième groupe. Hein. Mais ce qui se passe, c'est que les règles de tous les groupes de sécurité sont évaluées pour décider d'autoriser ou non le trafic vers l'instance auquel ils ont été associés. Par exemple, si on imagine qu'on a cette instance C2 qui reçoit du trafic entrant et à laquelle ces deux groupes de sécurité sont associés, pour décider d'autoriser ou non le trafic, les règles de tous les groupes de sécurité seront regroupées puis évaluées. Les groupes de sécurité sont faciles à configurer comme on va le voir dans quelques instants. Donc, conclusion, hein, ce qu'il faut retenir concernant les groupes de sécurité, ce qu'il faut retenir concernant les groupes de sécurité, un groupe de sécurité, ce sont des pare-feux. Hein. Ce sont des pare-feux. On peut configurer
que les règles d'autorisation. Ici, une chose importante également, hein, c'est que par défaut, toutes les, comment dirais-je, aucune entrée n'est permise au départ. C'est-à-dire que quand on crée un groupe de sécurité, par défaut, en entrée, rien n'est autorisé. Absolument rien. Donc si vous créez une instance et que dans le groupe de sécurité, vous ne configurez rien, bah, il sera impossible d'accéder en HTTP à votre instance ou en SSH. Et par défaut, hein, toutes les règles, toutes les sorties hein, sont autorisées. Donc par défaut, hein, on a absolument hein, toutes les sorties qui sont autorisées, généralement. Voilà ce qu'il faut retenir. Il faut retenir également la nature hein, dynamique d'un groupe de sécurité. Savoir que quand une connexion est initiée, eh bien, le retour hein, est permis, hein, puisque le groupe de sécurité, sa nature est dynamique, et il retient qu'une connexion a été initiée et qu'un retour est attendu. Alors on va voir maintenant comment configurer un groupe de sécurité. Alors on va se rendre sur Amazon. Ici au niveau d'Amazon, alors ce qu'on va faire, on va rechercher EC2. Voilà, il suffit de taper ici EC2 et vous cliquez sur EC2. Ensuite, on va cliquer sur lancer une instance. Alors ici, on peut donner un nom à notre instance. Hein. On va l'appeler par exemple serveur web. Ensuite, on va descendre. Ici, on a plusieurs images de ce qu'on appelle des amis. Donc, nous, on va choisir Ubuntu ici. C'est Ubuntu Server 22. Il est éligible à l'offre gratuite. Donc, c'est parfait. Donc, on sélectionne cette image Ubuntu. Ensuite, on descend. Ici, on va choisir un type d'instance. Alors, on a vu qu'il y avait beaucoup de types d'instances. On va choisir une T2 micro ici. Ensuite, pour pouvoir se connecter à la machine en SSH, soit on peut sélectionner une paire de clés SSH, soit on peut créer une paire de clés. Alors, on va créer une paire de clés. Alors, différentes paires de clés. Hein. Soit on souhaite se connecter à partir d'une machine sous Linux, ou soit on souhaite se connecter à partir d'une machine sous Windows. Alors si c'est à partir de Linux, on peut laisser l'extension PEM. Si c'est à partir de Windows, on choisit l'extension PPK. Mais même si on est sous l'extension PEM, on pourra se connecter à partir de Windows à partir de l'instant où on aura converti cette clé à l'extension PEM en extension PPK avec l'outil PuTTY Gen. Donc ici, on va l'appeler par exemple, cette clé, on va l'appeler clé serveur par exemple. 1.
et on clique sur créer une paire de clés ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on descend un petit peu plus bas. Ici, dans paramètres réseau, dans modifier, on peut sélectionner un VPC. Donc ici, c'est ce qu'on avait vu sous UML Latino. D'abord, bien évidemment, à ne pas oublier, si on fait un récapitulatif, que la région qu'on a sélectionnée, c'est Paris. Ici, il faut bien contrôler qu'on est sur Paris. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, une fois que cette région, comme on le voit ici, a été sélectionnée, donc là, on a cette paire de clés SSH que l'on a créée, qui va nous permettre de pouvoir accéder à l'instance. Donc ça veut dire qu'à partir d'un serveur distant, en SSH, on pourra se connecter à cette instance. Donc c'est important d'en créer une pour pouvoir se connecter à distance. Ensuite, on sélectionne le VPC, c'est ce qu'on a vu sur l'image ici, on doit sélectionner le VPC, soit c'est le VPC par défaut, soit un des VPC qu'on a créé, donc vous choisissez le VPC que vous souhaitez, donc celui par défaut c'est celui qui est sélectionné, le voilà. Le sous-réseau, on peut le sélectionner, par exemple on décide de sélectionner un des sous-réseau associé au VPC en question, qui est sélectionné, le VPC par défaut. Et donc ici, on voit qu'il y a une zone de disponibilité qui va être sélectionnée également. Donc là, ça veut dire que par rapport à notre schéma, par rapport à notre instance EC2, on vient de sélectionner la zone de disponibilité. Ensuite, ici, attribuer automatiquement l'adresse IP publique pour qu'on puisse s'y connecter. Donc là, on active. Et puis là, on peut soit créer un groupe de sécurité, donc ce dont on a parlé, soit sélectionner un groupe de sécurité existant. Donc on va créer un groupe de sécurité. Ici, on va l'appeler groupe sécurité 1 par exemple. Ici, pour la description, on va laisser ici quand même, on va quand même modifier la description. Et ici, on va laisser les règles entrantes des groupes de sécurité. Donc il y a une règle entrante ici qui est déjà activée. On peut la supprimer d'ailleurs. C'est le SSH, c'est-à-dire qu'il y a des règles prédéfinies qui peuvent être sélectionnées. En particulier, le SSH, c'est une règle prédéfinie qui peut être sélectionnée. Le protocole associé, c'est le TCP/IP, le TCP, pardon. La plage de port, c'est la plage 22. Le type de source à partir de laquelle on peut se connecter, alors ça, il faut éviter de dire de sélectionner n'importe où, parce que n'importe où, c'est un peu dangereux. Ça veut dire que quelqu'un qui aurait les identifiants pourrait se connecter. Donc on essaye de mettre plutôt quelque chose comme mon IP. Ça veut dire que on pourra se connecter en SSH qu'à partir de notre domicile, puisque l'IP public, votre IP public est détectée et elle est récupérée. Et puis là, on peut faire une description facultative. On peut ajouter une règle au groupe de sécurité. Par exemple, ici, on peut ajouter la règle HTTP. Voilà. Protocole TCP, plage de port 80.
le type de source. Donc là, on peut dire que ça peut être de n'importe où. Ça veut dire qu'on peut se connecter en HTTP à partir de n'importe où. Par contre, on voit qu'il n'est pas possible de sélectionner des règles sortantes ici. Pourquoi? Tout simplement parce que on est en train de travailler dans l'interface de EC2. On n'est pas parti créer un groupe de sécurité directement. Et donc, associer des règles sortantes, c'est pas possible. Voilà. Donc, le reste, pour l'instant, n'est pas obligatoire. Et là, on peut lancer l'instance à ce niveau-là. Voilà. On peut lancer notre instance. On patiente que l'instance soit créée. Pour aller la voir, il suffit d'aller dans Service, EC2, et on a normalement ici notre instance qui devrait être créée. Patiente un moment. Voilà. Donc instance en cours d'exécution 1. Et là, on a bien notre instance qui est en cours d'exécution. Donc là, on attend un petit moment que l'instance soit en exécution et on peut la sélectionner, cette instance. À partir de l'instant où on a sélectionné notre instance, on va avoir un certain nombre d'informations concernant notre instance. On a plusieurs onglets, hein, quand on clique ici. On a plusieurs onglets qui apparaissent. On a l'onglet Détails, dans lequel on a des informations sur notre instance. On a ici un onglet Statut et Alarme. On a un onglet Surveillance de notre instance, hein, dans lequel on peut avoir un certain nombre d'informations sur notre instance. Et ce qui nous intéresse beaucoup, c'est l'onglet Sécurité, hein, qui est ici. C'est-à-dire qu'une fois que on a créé l'instance et on a créé le groupe de sécurité associé à l'instance, on va pouvoir donc ici modifier les règles sortantes. Mais on a vu qu'on ne pouvait pas les configurer dans la console qui était liée à l'instance. Et puis surtout, il faut garder à l'esprit, comme on l'a dit tout à l'heure, que les règles qu'on peut configurer ici sont des règles d'autorisation. Et donc ici, le groupe de sécurité associé, il est ici. C'est le groupe de sécurité 1. On peut cliquer donc sur ce groupe de sécurité. Et ici, une fois qu'on a cliqué sur le groupe de sécurité associé à l'instance, on a des règles que l'on peut configurer. Les règles entrantes, on voit qu'on en avait deux, le 22 et le 80. C'est ce qu'on a défini. Et on peut également, ici, définir des règles sortantes. Alors, ici, par défaut, généralement, toutes les règles sortantes sont autorisées. Au niveau des règles entrantes, on peut en rajouter d'autres, éventuellement, donc à ce niveau-là. Donc, pour modifier les règles entrantes, il suffit de cliquer sur Modifier les règles entrantes. On peut ajouter une règle ou on peut en supprimer une sans problème à ce niveau-là. On va annuler. Voilà. Et à ce niveau-là, pour les règles sortantes, c'est le même principe. On peut modifier les règles sortantes, éventuellement donc ici. Hein. Donc on peut supprimer cette règle pour autoriser que certains trafics sortants. Voilà. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut créer
un groupe de sécurité lorsqu'on crée une instance EC2. Alors, maintenant, on peut procéder autrement. Pour pouvoir créer un groupe de sécurité, on n'est pas obligé de passer par l'instance EC2. On peut venir ici, sur groupe de sécurité. On peut cliquer sur créer un groupe de sécurité. Et quand on a cliqué sur créer le groupe de sécurité, on vient ici, on va taper le nom du groupe de sécurité, groupe 2, par exemple, sécurité. Ici, on peut saisir une description, par exemple, autorisation du trafic SSH, par exemple. On indique le VPC auquel va être associé le groupe de sécurité. Donc on voit qu'un groupe de sécurité est associé à un VPC. C'est ce qu'on a représenté dans notre schéma ici. Un groupe de sécurité est associé à un VPC. Ensuite, au niveau des règles, on va ajouter une règle, par exemple, ici, on va rechercher s'il y a le HTTPS, il est là, voilà. On va l'autoriser à partir de n'importe où, voilà. Et pour les règles sortantes, on va autoriser absolument tout le trafic. Et on crée le groupe de sécurité. Quand on va sur groupe de sécurité, on a donc notre nouveau groupe de sécurité qui a été donc créé. Alors, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que lorsqu'on crée un groupe de sécurité de cette façon-là, eh bien, on peut directement modifier les règles sortantes, ce qu'on ne pouvait pas faire quand on passait par la console de l'instance EC2. Maintenant, si je clique sur instance, parce que maintenant si je souhaite par exemple ce groupe de sécurité-là, je souhaite l'associer par exemple à l'instance EC2 que j'ai créée. Alors, comment est-ce qu'on procède? On clique sur Instance. On va sélectionner cette instance et on va aller sur Action. Alors, c'est assez intuitif. On descend sur Sécurité et on va cliquer sur Modifier les groupes de sécurité à ce niveau-là. Et ici, on peut, à ce niveau-là, donc, parce que là, pour l'instant, le groupe de sécurité qui est associé, c'est celui-là. C'est le groupe de sécurité 1. On peut venir ici pour aller chercher un autre groupe de sécurité, puisque le groupe de sécurité associé à l'interface réseau, c'était le groupe sécurité 1. Ici, on peut aller rechercher un groupe de sécurité, par exemple celui-là, groupe 2 sécurité, voilà, et on l'ajoute, voilà. Et donc là, on se retrouve avec une instance auquel, alors on enregistre bien sûr, on se retrouve avec une instance, comme on l'a vu sur ici, sur le schéma, on se retrouve avec une instance auquel est associé deux groupes de sécurité. Quand on clique sur notre instance, ici, quand on va sur sécurité, on voit bien que cette instance, elle a plusieurs groupes de sécurité qui lui sont associés. Et bien évidemment, on voit toutes les règles des groupes de sécurité. Alors, maintenant, il sera intéressant de voir comment tout ça maintenant peut être exploité, c'est-à-dire comment on peut se connecter sur cette instance. On va d'abord, il faut se souvenir que quand on a créé l'instance, la clé SSH, on a ici sur
Normalement, on a dans le dossier des téléchargements, on a la clé qu'on avait créée, la clé serveur qui a été téléchargée dans le dossier des téléchargements. Donc ce qu'on va faire, on va voir comment est-ce que l'on peut se connecter à cette instance, soit en utilisant PuTTY, soit en passant par un serveur Linux. Donc on va voir comment on se connecte à partir de PuTTY, de Windows. Première des choses à faire, il faut installer PuTTY sur votre machine Windows. Donc, si vous ne l'avez pas, hein, si vous tapez sur PuTTY, si vous n'avez pas PuTTY, il faut aller le récupérer à partir de Windows et l'installer. Une fois qu'il sera installé, il y aura deux outils avec PuTTY. Il y a l'outil PuTTYGen, c'est lui qui va nous permettre de convertir la clé au format PEM, exploitable sous macOS Linux, en une clé au format PPK. Donc on va cliquer sur PuTTYGen ici. Et là, on va tout simplement aller sur Load Private Clé. On va aller sur Téléchargement ici. Voilà. On va faire étoile ici. Comme ça, ça affiche tout. On clique sur clé serveur.pem. Successfully imported foreign UK. To use this key with PuTTY, you need to use the save private key command to save it in PuTTY on format. Donc il nous guide vers ce qu'on doit faire de toute façon. On fait OK. On clique sur save private key. Oh, we want to save this key without a passphrase to protect it. Oui. Et puis là, on va aller, par exemple, sur ce PC. Voilà. On peut créer un nouveau dossier. Ici. Je peux aller passer ce nouveau dossier. Clé PuTTY, par exemple. Voilà. Et là, on va l'appeler clé serveur 1. Et on voit que c'est bien au format PPK. On clique sur enregistrer. Voilà, notre clé a été créée. Hein. Si on va sur notre dossier ici, on va sur ici, sur clé PuTTY. Voilà, notre clé, elle est là. On voit d'ailleurs hein, qu'elle est au format Windows. Donc ça, c'est la première des choses à faire quand on veut utiliser Windows pour se connecter à notre serveur distant. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir utiliser PuTTY. Donc on va taper PuTTY pour pouvoir exploiter cette clé. Donc on clique sur PuTTY cette fois-ci. On va pouvoir exploiter cette clé pour pouvoir se connecter sur le serveur distant en nécessaire. Alors, premièrement, il faut nous récupérer le nom d'hôte. Donc, on va se rendre ici. On va cliquer sur instance en cours d'exécution. On clique sur serveur web et on va cliquer sur détails. Et là, on a l'adresse IP publique. Donc, on récupère cette adresse IP publique ici. On va la copier et on va la coller dans PuTTY ici. On colle. Une fois qu'on a fait ça, on descend dans la section SSH ici et on clique sur AUTH. On peut ouvrir AUTH ici et on clique sur Credentials ici. Et là, il nous dit donc Private Key File for Authentication. On clique sur Browse et on va rechercher le fichier. Alors, le fichier qu'on vient de créer, clé PuTTY. Voilà. Et on récupère cette clé qui va être chargée ici. On revient sur le logging.
et on va cliquer sur Open. The host key is not cached for the server. You have no guarantee that the server is the computer you think it is. Serveur SSH, donc au cas où la clé a été remplacée, donc on se connecterait sur une autre machine, hein, c'est ce qui nous explique. Bon, nous on va accepter. Voilà. Et là, pour se loguer, alors des fois, on se dit, mais c'est quoi le mot de passe? Alors, le mot de passe dépend de l'image qu'on a choisie, mais on peut aller sur notre serveur pour être guidé ici. On va aller sur se connecter. Et dans se connecter, il nous explique, en particulier dans le client SSH, il nous explique que le nom, ce serait Ubuntu. Bien évidemment, hein, ici, il nous donne d'ailleurs des indications pour trouver ce mot de passe. Il explique dans la plupart des cas le nom d'utilisateur deviné est correct. Cependant, vous devez lire les instructions concernant l'image que vous avez sélectionnée pour voir si il n'y aurait pas un nouveau nom d'utilisateur. Donc là, il nous dit que c'est Ubuntu. Donc on va taper Ubuntu et on valide. Voilà, on est sur notre serveur avec Putty. On est sur notre serveur avec Putty. Donc ça, c'est pas mal. Par exemple, sur ce serveur, on peut décider d'installer un serveur NGINX, par exemple. Je vais faire sudo apt-get update, comme si on travaille sur une machine locale. Voilà. Donc il m'a fait ma mise à jour. On attend un petit peu. Voilà, donc la mise à jour est terminée. Et maintenant, on va pouvoir installer NGINX, le petit serveur NGINX. On valide. Yes, on valide. On fait le curl http // déjà on peut tester en local, localhost. Notre serveur NGINX est fonctionnel. Ensuite, pour voir si notre serveur NGINX, on peut l'atteindre, donc on revient sur l'instance de C2, on clique sur instance en cours d'exécution, on sélectionne notre serveur web. Dans la mise en réseau, on a cette adresse IP distante ici. On sélectionne et ici, on va taper HTTP, attention, hop hop, il faut bien taper HTTP parce que si c'est de l'HTTPS, ça, voilà. Et là, donc voilà, on a bien accès à notre serveur NGINX. Donc, voilà pour la connexion avec Putty. On va faire un exit ici pour sortir de cette connexion. On va maintenant voir comment on peut faire pour se connecter au serveur via un serveur Linux. Alors, soit vous avez un serveur Linux directement, soit vous avez installé WSL, soit vous lancez une machine Vagrant, soit vous êtes sur macOS. Donc, je vais aller lancer une machine Vagrant dans lequel il y a dans lequel j'ai un serveur Linux. Donc, je peux faire Docker microservice par exemple.
et je vais lancer cette machine. Quand notre machine a démarré, on peut se connecter dessus, hein. Il faut s'assurer qu'elle a bien démarré, cette machine, hein. Attention, assurez-vous que votre machine a bien démarré, hein. Et que vous pouvez vous connecter dessus en SSH. On va faire un exit, et là maintenant, notre problème, ça va être de copier. Donc vous faites un exit pour revenir sur la machine normale. Réel, hein, physique, hein. Donc maintenant, l'objectif, c'est de copier la clé sur la machine Vagrant. Et donc, alors soit vous êtes sur macOS, donc ça, c'est pas nécessaire. Soit vous avez sur macOS également une machine que vous avez créée avec Vagrant. Donc si vous travaillez comme ça, bah, ça va être la même chose, hein. Donc ça dépend de ce que vous avez sur votre matériel. Donc première des choses, on va récupérer la configuration de notre machine Vagrant pour en particulier récupérer cette clé SSH. Voilà. Donc cette clé-là est importante pour nous. Alors bouton droit pour la coller. On va venir ici et là on va aller se rendre dans le dossier, à vous de voir, hein, où vous l'aviez fait, hein, dans le dossier où vous aviez copié la clé PuTTY. Donc moi je l'avais copié dans un dossier qui s'appelle clé PuTTY. Donc vous, ça dépend où vous l'avez copié. Donc moi, je l'avais copié ici. Et donc j'ai bien le chemin en haut. Là, je repère le chemin en haut, hein. Et donc je sais que c'est là où je dois aller. Si je fais un dir, j'ai bien ma clé qui est là. Je vais écrire scp. C'est une commande pour copier en SSH. Je fais -i pour préciser la clé que j'utilise. C'est la clé de Vagrant, celle que j'ai récupérée ici avec Vagrant SSH-config. Je fais un espace et je vais lui préciser que ce que je veux copier sur le serveur Vagrant, c'est cette clé. Alors d'abord, il faut que je lui précise que je veux copier ça sur vagrant@192.168.33.10. Attention, ça, c'est l'adresse IP de mon serveur Vagrant. Donc si vous avez utilisé autre chose, hein, vous remplacez par l'adresse IP de votre serveur Vagrant. Et plus loin, je vais lui indiquer que... Alors c'est plutôt ici, hein, d'abord, à ce niveau-là, juste après. En Vagrant, je dois lui indiquer ce que je veux copier. C'est clé serveur 1.ppk. Regardez bien si c'est votre clé, hein. C'est bien le nom de votre clé. Ensuite, je me déplace plus loin, espace. Et là, je vais lui préciser le nom de ma machine, vagrant@192.168.33.10. Donc SCP pour copier, -i pour préciser la clé privée qui va être prise en considération pour la connexion au serveur distant, Vagrant, la clé que je veux copier, le serveur Vagrant, et je me suis trompé ici, on va faire 2 points, /home /vagrant pour dire où je veux copier cette clé sur le serveur distant. Je valide. Alors, il me dit que je me suis trompé dans la syntaxe de la clé. Ici, c'est clé avec 2 S, parce que c'est clé serveur 1. Je valide. Et là, voilà, la clé est copiée. Alors, il peut vous demander peut-être le mot de passe vers Vagrant, c'est possible. Voilà, donc s'il vous le demande, saisissez-le. Là, normalement, c'est bon. Je reviens sur ma machine Vagrant dans le dossier Docker Machine pour m'y connecter en SSH et normalement pour y retrouver ma clé. Voilà, si je fais un ls, la clé, elle est bien ici. Première des choses à faire, cette clé, si je fais ls-a,
Cette clé-là, est-ce qu'elle est passée la clé? Moi, elle est où ma clé? Donc elle est bien là. Là voilà. Ok. Et donc si je veux voir l'autorisation, ls-al, si je regarde ma clé, où est-ce qu'elle est passée ma clé? Clé, clé, clé. La voilà. Il y a trop d'autorisation. Il faut lui donner que l'accès en lecture seul et on la donne uniquement pour le propriétaire de cette clé actuellement qui est vagrante. Donc on va faire un sudo chmod 600 et on récupère cette clé serveur. Alors le problème c'est que ça c'était une clé pour Windows. Et c'est pas du tout cette clé-là qu'il fallait copier. Donc on va ressortir. Déjà, on va la supprimer. RM, alors, clé serveur. On va supprimer cette clé. Clé serveur 1.ppk. C'est une clé qu'on avait convertie sur Windows. Et c'est pas du tout cette clé-là qu'il faut copier. Il faut aller récupérer la clé originale. Téléchargement, clé serveur 1, qu'il faut aller coller dans le dossier clé PuTTY. Voilà, c'est plutôt cette clé-là qu'il faut copier parce que ça, c'est une clé pour Windows. Donc, c'est pas grave, ça tombe bien puisque la copie peut se faire facilement. On revient sur le dossier clé PuTTY. Et là, on fait quand même un dir pour s'assurer qu'on a la clé serveur 1 qui est ici. On rappelle la commande de copie, c'est aussi simple que ça. Quand on s'est trompé, c'est pas grave. On met bien le nom de la clé en PEM, c'est clé serveur 1 et bien évidemment ici PEM. On valide. Voilà, c'est normalement instantané. On revient sur notre machine vagrante. On se reconnecte à cette machine vagrante pour aller continuer ce que nous étions en train de faire. Donc on va faire un clear, on va faire un ls-al pour voir si notre clé est bien là. Trop d'autorisation, donc on va faire un sudo chmod 600 et on va attribuer ce droit de lecture sur cette clé. Et là, on va se refaire notre ls-al. Où est passée notre clé serveur? Elle est là. Voici la clé serveur. On est pour l'instant comme ça. Alors, on va voir si c'est où est-ce qu'on récupère ce genre d'informations. On va aller voir où est-ce qu'on récupère le fait qu'il faut attribuer ce droit-là ou un autre plus restreint. Alors pour aller toutes ces informations, il suffit de se reconnecter sur le site de AWS, de sélectionner l'instance. Si vous avez du mal à vous y retrouver, il suffit de taper ici EC2, vous cliquez sur EC2, voici les instances ici, vous sélectionnez cette instance et là, vous cliquez sur se connecter. Et là, ici, alors on nous donne plutôt l'autorisation à mettre, c'est pas 600, c'est 400. Et donc, quand on va sur client SSH, il faut restreindre encore plus. Il faut aller sur 400. De toute façon, il nous aurait dit, lorsque on aurait tenté de se connecter, il nous aurait dit qu'il y a un problème. Donc, on revient et c'est plutôt l'autorisation chmod 400 qu'on va donner. On va faire ls-al et on a
à ce niveau-là cette clé de serveur qui n'a plus que cette option de lecture. Alors, comment on se connecte? Même chose, on peut revenir ici, on va être aidé. Quand on revient sur client SSH dans l'interface de AWS, ici, il nous donne la façon de nous connecter. SSH, -i, on va préciser la clé qu'on avait téléchargée. Ubuntu, le nom de l'utilisateur. Et ça, c'est quoi ça? Ça, si on revient par exemple ici sur instance, qu'on sélectionne notre instance, qu'on va dans général, ici, dans détail, ici on a le DNS IPv4 public. On a la possibilité de se connecter avec ce nom DNS au lieu d'utiliser cette adresse IPv4 publique. Donc si on revient ici sur se connecter, on clique sur client SSH, eh bien on constate ici hop, que ce nom-là, c'est le nom DNS public. On fait CTRL-C, on revient sur la machine Vagrant, il faut bien sélectionner montre, on revient ici, hop, normalement on a ce petit bouton qui est là pour copier, on va coller et on tape yes. Et normalement, voilà, on est bien sur le serveur. Si on fait un curl http localhost, eh bien, on devrait avoir notre serveur NGINX. Voilà pour les deux manières de se connecter à un serveur que l'on a créé sur le net, sur le cloud AWS. Alors, une chose importante également à bien comprendre, c'est que quand on n'a plus besoin de notre instance, on clique dessus. Alors cette instance-là, on peut la laisser, si vous êtes sur un compte gratuit, fonctionner pendant 750 heures par mois. C'est ça qui avait été indiqué. Mais si vous avez envie de la supprimer, vous la sélectionnez. Vous pouvez aller alors sur Action, par exemple ici, ou sur État de l'instance plutôt. Et là, vous avez résilier l'instance ou vous pouvez arrêter l'instance. Donc si vous résiliez l'instance, je clique sur résilier l'instance, il nous explique ici que si vous cliquez sur terminer, voilà, eh bien, votre instance va être détruite, donc il n'y aura pas de coûts qui seront engendrés. Une chose importante également, là, si on revient ici sur EC2, on voit que quand on clique sur lancer l'instance, à ce niveau-là, on a, vous voyez, donc on a des indications ici, comme quoi ces images-là, quand on clique dessus, c'est éligible à l'offre gratuite. C'est ce qu'on voit ici. Voilà. De plus, lorsque je sélectionne ici un type d'instance, T2 micro, c'est éligible à l'offre gratuite. Mais quand je fais ça, vous voyez, donc c'est éligible à l'offre gratuite, mais avec un vCPU et 1 giga de mémoire. Par exemple, il y a des services qui vont être compliqués à installer sur une machine du type de T2.micro. Par exemple, un serveur GitLab, il lui faut quand même au moins 2 Go de mémoire minimum à lui tout seul, sur une machine, si c'est pas 4. Un serveur Windows, il lui faut minimum de 2 Go, si c'est pas 4, pour pouvoir travailler convenablement. Et là, pour tester ce genre de configuration, là, il faudrait aller, par exemple ici, si on veut une machine à 2 Go de mémoire, on a le T2 Small, qui engendre pas beaucoup de dépenses,
à la demande, donc on est quand même à 0,0356 dollars par heure. Vous pourriez laisser fonctionner une journée, que ça vous engendrerait pas beaucoup de frais. Et pour faire quelques tests sur une heure ou deux, vous pouvez faire vos calculs. C'est pas vraiment compliqué. Là, on vous explique en fonction des images, bien évidemment, les coûts que ça va engendrer. Ici, si je veux une machine un peu plus puissante, donc là c'est la T2 Small. Si je veux une machine avec 4 GO, une T2 Medium par exemple, ici, hein, on voit le coût à l'heure, même chose, hein, c'est pas très important pour faire des tests. Euh, vous voyez, pour pouvoir faire des tests, on arrive difficilement, même quand on utilise des services un peu plus importants, que moi je mets dans mes vidéos, on arrive difficilement à 10 euros, hein, si on veut d'exploitation par rapport à ce type de service-là. Donc on voit que on peut quand même travailler à l'aise, hein. Voilà, et donc on a les tarifications, c'est pas des tarifications importantes. Alors maintenant, bien sûr, quand on rentre sur des trucs beaucoup plus puissants, hein, par exemple un serveur X2 i2N Metal, donc avec 128 CPU et 4 1096 Go de mémoire, donc là on est à 33 euros de l'heure, hein. Donc là, bien sûr, ce genre euh, d'instance-là, bah, il ne faut pas le sélectionner. On peut travailler allègrement à faire pas mal de choses avec du T2 micro, euh, à 1 Go de mémoire, un CPU avec du T2 small pour les 2 Go, même si ça ne va pas être très rapide, hein, c'est une formation. Ici, avec 2 CPU et 4 Go de mémoire, on peut aller, hein, quand on veut utiliser quelque chose de plus puissant, du 8 Go de mémoire par exemple, pour pouvoir, si on souhaite dockeriser pas mal de services qui peuvent occuper pas mal de mémoire, hein, sur la machine. Quand on va jusqu'à 16 Go de mémoire, on a 0,2 dollars de l'heure. C'est pas très impressionnant. Alors, c'est pas très cher, hein. Euh, on voit que ça va vraiment jusqu'à 0,3. Donc, voilà un peu, si vous voulez, la façon dont on lance une instance sous Linux et comment on peut s'y connecter. Alors qu'en est-il si on souhaite créer une instance avec du Windows? Alors comment ça peut se passer? Alors, pour créer une instance avec du Windows, même chose, on se rend dans EC2, on clique sur lancer une instance, on va faire mon serveur Windows. Ensuite, on va descendre, on va sélectionner Windows, qui est éligible à l'offre gratuite, hein, Microsoft Windows Server 2022 ici. On pourrait aller sur Explorer plus d'amis ici, par exemple, hein, pour avoir d'autres amis. Et si on vient ici, on peut cliquer sur offre gratuite uniquement et sur tous les Windows, par exemple. Et là, ben, on a à ce niveau-là, si on ne veut pas du Windows Server 2022, on peut sélectionner du Microsoft Windows Server 2019, hein, c'est éligible à l'offre gratuite. De toute façon, on a sélectionné offre gratuite ici, il nous affiche que ça. Donc on pourrait sélectionner celui-là, par exemple. Voilà. Hein, si on souhaite travailler sur du 2019. Donc, voilà, pour le type d'instance, alors on peut laisser du T2 micro. Alors pour du 2019, ça va, comment dirais-je,
peiner un peu, mais on peut laisser comme ça pour faire un test, hein. Ensuite, pour la paire de clés SSH, on peut sélectionner la clé serveur 1, celle qu'on avait utilisée tout à l'heure, hein. Voilà. Ensuite, ici, pour les paramètres réseau, on va tout laisser par défaut. Par contre, attention, il faut autoriser le trafic RDP, hein, pour pouvoir se connecter via le bureau à distance sur Windows. Et puis, bon, bah, pour le reste, on va le laisser comme ça. Voilà. Et on lance l'instance ici. Alors, normalement, il faudrait une machine un peu plus puissante, hein. Et là, on va cliquer sur afficher toutes les instances et on patiente un petit moment que notre instance se mette en place. Alors on a un filtre ici, hein, état de l'instance running. Si je décoche, bien évidemment, ce filtre, il m'affiche toutes les instances, hein, celle qui a été résiliée et celle qui est en attente, hein, c'est celle qui est avec Windows. Donc il faut patienter le temps qu'elle soit lancée, hein. Donc on patiente. Et là, on voit que notre serveur met beaucoup de temps à démarrer. Donc très probablement qu'on ne lui a pas attribué beaucoup de mémoire. Il est en attente. Bon, alors ce qu'on va faire, on va peut-être le sélectionner. Et on va aller le résilier. Terminate. On va revenir sur service. EC2. On va cliquer sur lancer une instance. Et on va refaire donc serveur Windows. On va revenir ici, explorer plus d'instances. On va cliquer sur offre gratuite, tous les Windows. Et on va sélectionner le Windows 2019. Une fois qu'on a sélectionné le Windows 2019, on descend ici. Et dans le type d'instance, on va être obligé de prendre une machine un peu plus importante, la T2 Small ici, qui n'est pas très chère, hein, pour ce qu'on va en faire. La paire de clés, on choisit la clé serveur 1 et pour le reste, le groupe de sécurité doit donc, hein, nous allons créer un nouveau groupe de sécurité donc, qui s'appelle Launch Wizard 2. Hein, donc c'est un nouveau groupe qui va être associé, mais qui autorise le trafic RDP. Hein, c'est ça qui est important. Pour le reste, on va laisser comme ça et on va cliquer sur lancer l'instance. Voilà. On clique sur EC2. Alors ici, instance en cours d'exécution, il n'y en a aucune à cause du filtre, hein, qui est ici. Mais si vous fermez, là, vous avez les instances qui sont soit résiliées, soit en attente. Et là, on va patienter un petit moment que notre machine démarre. Donc, voilà. Donc là, on n'a pas été sur l'offre gratuite puisqu'on a pris du T2 Small. Mais les coûts à l'heure sont vraiment infimes, hein. Surtout qu'on ne l'utilise pas pendant de longues périodes. Il faut juste prendre la précaution de bien regarder la région où vous êtes, hein, ici, Paris. Et donc, on a notre instance serveur Windows qui, pour l'instant, est en attente. Donc, on patiente un petit moment. On voit que ici, notre instance a démarré. On clique dessus. On clique sur se connecter. On clique sur client RDP.
Donc si vous êtes sur macOS ou Linux, bah, il faut essayer de charger un utilitaire connexion bureau à distance, hein, sur Windows. Ici, on va cliquer sur obtenir le mot de passe. On clique sur charger le fichier de clé privée. On va sur téléchargement et on clique sur clé serveur 1. Celle qu'on avait téléchargée, hein, au format PEM. On déchiffre le mot de passe. Ensuite, ici, on a les informations qu'il faut pour nous connecter. On va cliquer sur connexion bureau à distance. On récupère ici le public DNS, hein, pour se connecter à la machine. On colle, clique sur connexion, connexion. On va cliquer sur autre choix ici. On clique sur utiliser un autre compte. Dans le nom d'utilisateur, on récupère administrator, ici, on colle. Et dans mot de passe, on récupère le mot de passe et on colle. On fait OK, on fait oui. Et voilà, on est connecté sur notre serveur Windows. Et on peut travailler, mettre en place de l'Active Directory, des GPO. On peut faire pas mal de choses, hein. Alors bon, comme il n'y a qu'un giga de mémoire, c'est peut-être un peu long, mais l'idée ce serait d'utiliser une machine avec 2 Go de mémoire, sinon 4 pour être à l'aise, hein. C'est pas très cher pour ce qu'on peut en faire, ou sinon de patienter, hein, quand vous faites quelques manipulations. On va fermer. OK. On va venir sur service, on va aller sur EC2, on va aller sur instance en cours d'exécution, on clique sur cette instance, sur état de l'instance, et on clique sur résilier l'instance, terminette. Voilà.